Camille Moreau, 32 ans, vivait dans une petite maisonnette en bordure de Vénissieux, une commune populaire de la banlieue lyonnaise. Chaque matin, à 6 heures tapantes, elle se levait avec la même alarme stridente et le même soupir fatigué, précédé de peu par son fils Théo, un petit garçon de 6 ans à l'énergie débordante. Elle l'habillait, lui préparait un chocolat chaud, puis l'accompagnait jusqu'à l'école à pied, avant d'attraper le tramway qui la menait à la boulangerie où elle travaillait depuis 3 ans. Le travail n'était pas facile, ni bien payé. Debout pendant des heures, le tablier taché de farine, le dos voûté par les longues journées à servir des clients pressés ou grognons, Camille supportait tout avec une patience remarquable. À la fin de chaque mois, son salaire suffisait tout juste à payer le loyer, les courses et la cantine de Théo. Pas de vacances, pas de sorties, et encore moins d'imprévus. Mais elle tenait bon, pour lui, pour ce petit garçon qui, chaque soir, l'accueillait avec un dessin ou une histoire farfelue à raconter. Depuis quelque temps, Camille rêvait d'un changement. Elle passait ses soirées à consulter des offres d'emploi sur son vieux téléphone, écoutant les respirations profondes de Théo, endormi à côté d'elle sur le matelas qu'ils partageaient. Elle avait découvert une annonce d'une grande entreprise de technologie basée à Lyon. Un poste administratif avec un salaire correct, des horaires stables et des perspectives d'évolution. Elle n'avait pas toutes les qualifications, mais elle savait se battre. Elle s'était inscrite à des formations gratuites en ligne, avait révisé des notions de gestion et de bureautique jusqu'à tard dans la nuit. Après plusieurs semaines de préparation, elle avait été sélectionnée pour un entretien. L'appel était venu un mardi matin, alors qu'elle servait une cliente habituelle à la boulangerie. En raccrochant, elle avait failli pleurer de joie. L'entretien était prévu pour vendredi matin, à 9 heures précises, au siège de l'entreprise, un immeuble moderne en verre et acier situé en plein cœur du quartier de la Part-Dieu. Tout devait être parfait. Camille avait emprunté un tailleur à sa voisine du rez-de-chaussée, Sabine, une ancienne hôtesse de l'air qui gardait précieusement ses vêtements de travail bien repassés dans une armoire. Elle avait acheté une paire de ballerines d'occasion sur une application de seconde main. Elle avait même demandé une journée de congé, prétextant un rendez-vous médical. La veille de l'entretien, elle avait vérifié l'itinéraire 2 fois. Elle partirait de chez elle à 7h15, prendrait le tram T4 jusqu'à la station Jet d'eau, puis changerait pour la ligne B du métro. Avec un peu de chance, elle arriverait à 8h45, largement à l'heure. Elle avait tout chronométré, anticipé les retards éventuels, repassé mentalement ses réponses aux questions classiques d'entretien. Elle avait même préparé un petit sac contenant une copie imprimée de son CV, une lettre de motivation, un carnet et un stylo. Ce jeudi soir-là, Camille eut du mal à trouver le sommeil. Elle se tournait et se retournait, ressassant chaque détail. Et si elle se trompait d'étage? Et si son tailleur paraissait trop usé? Et si, tout simplement, elle n'était pas assez bien pour ce poste? Elle se força à chasser ses pensées. Elle se leva, vérifia une dernière fois les affaires de Théo pour l'école, déposa un mot sur la table pour Sabine, qui allait l'emmener ce matin-là, et se recoucha. Le lendemain, à 6h30, elle était debout, un peu fébrile mais déterminée. Elle coiffa ses cheveux avec soin, enfila ses vêtements empruntés, appliqua un peu de fond de teint discret et prit une profonde inspiration en quittant la maison. Le vent froid de décembre fouettait ses joues, mais elle souriait malgré tout. C'était un jour important, peut-être même le premier jour d'une nouvelle vie. Théo lui fit un câlin rapide avant de partir avec Sabine. Camille monta dans le tramway, s'assit près de la fenêtre et regarda défiler les rues encore endormies. Elle serrait son sac contre elle, sentant le poids de l'espoir y être aussi bien enfermé que ses papiers. Elle pensait à toutes les choses qu'elle pourrait offrir à Théo si elle obtenait ce poste. Un vrai lit, des livres, des vacances à la mer. Mais sur le chemin, alors que l'horloge interne de Camille battait au rythme du compte à rebours, un événement inattendu allait bouleverser tout ce qu'elle avait prévu. Camille avançait à vive allure sur l'avenue Félix-Faure, les mains dans les poches de son manteau trop fin pour la température matinale. Le ciel était encore gris, typique d'un matin d'hiver lyonnais, et l'air sentait la pluie à venir. Son regard se posait régulièrement sur les vitrines fermées, les feux de signalisation, les panneaux d'arrêt du tramway. Elle contrôlait sa trajectoire, son rythme et surtout l'heure, qu'elle consultait toutes les 2 minutes sur l'écran fissuré de son téléphone. Tout allait selon le plan. Il était 8h34 et, selon ses calculs, elle serait devant l'immeuble de l'entreprise à 8h50,
ce qui lui laisserait le temps de reprendre son souffle et de se présenter en toute sérénité. Elle imaginait déjà le hall d'entrée, les fauteuils modernes, l'accueil lumineux, la salle d'attente climatisée et silencieuse. Elle ne devait penser à rien d'autre. Son avenir était là-bas, à seulement 15 minutes de marche. Mais à l'angle de la rue Paul-Bert, entre deux voitures en stationnement, une silhouette sur le trottoir attira son attention. Quelqu'un était allongé à même le sol, le visage à demi couvert par une écharpe sale, le corps recroquevillé, comme enroulé autour d'une douleur invisible. Les passants le contournaient sans ralentir, les yeux fuyants, le pas pressé. Une femme en costume tapotait sur son téléphone tout en changeant légèrement de trajectoire pour éviter de le frôler. Un adolescent en trottinette passa à toute vitesse à côté de lui sans même tourner la tête. Camille, elle, s'arrêta à quelques pas, hésitante. Le cœur battant, elle observa l'homme. Il était grand mais amaigri, vêtu d'un manteau déchiré et de chaussures sans lacets. Une blessure sur son avant-bras droit laissa apparaître un filet de sang coagulé, presque noir. Il ne semblait pas inconscient, mais ses yeux étaient mi-clos, son regard vague, perdu dans un autre monde. Il murmurait quelque chose d'inaudible. Camille sentit une contraction au creux de l'estomac. L'urgence de son entretien se heurta brutalement à un autre impératif, plus immédiat, plus humain. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'heure. 8h37. Elle pouvait encore partir, tourner les talons, faire comme si elle n'avait rien vu. Ce n'était pas sa responsabilité, après tout. Les services sociaux, la police, les secours, il y avait des gens formés pour ce genre de situation. Mais son instinct parlait plus fort. Elle s'agenouilla lentement à côté de lui, gardant une certaine distance, et demanda doucement « Monsieur, est-ce que vous m'entendez ?» L'homme tourna la tête vers elle avec difficulté. Ses yeux étaient injectés de sang et son visage portait les traces d'une nuit difficile. Il ne répondit pas, mais son expression semblait exprimer un mélange de fatigue, de douleur et de soulagement. Camille sortit immédiatement son téléphone et composa le numéro des urgences. Elle expliqua calmement la situation, donna l'adresse exacte puis raccrocha. Elle retira son écharpe pour l'enrouler autour du bras blessé de l'homme, pressant légèrement pour limiter le saignement. Autour d'elle, personne ne s'arrêtait. Quelques regards curieux, parfois même désapprobateurs, mais personne ne proposait d'aide. Une vieille dame fronça les sourcils en les croisant. Camille, les genoux posés sur le bitume froid, maintenait la pression sur la plaie, jetant des regards nerveux à l'écran de son téléphone. 8h42. Elle ne pouvait pas partir maintenant. Cet homme avait besoin d'elle. Elle ne pouvait pas imaginer le laisser là, à moitié conscient, saignant sur le trottoir, parce qu'elle avait un rendez-vous important. L'homme finit par murmurer quelques mots. « Je suis désolé. Je ne voulais pas déranger. » Camille serra les dents. Elle lui répondit doucement « Ce n'est rien, vous avez besoin d'aide, c'est normal. » Il tenta de s'asseoir et elle le soutint tant bien que mal en glissant son bras derrière son dos. Il avait les cheveux emmêlés, les mains tremblantes et une fine cicatrice sur la tempe gauche. Son manteau était mouillé, son pantalon usé jusqu'à la trame. Il ne sentait ni l'alcool ni la drogue, simplement la misère, la fatigue, l'abandon. Ce n'était pas un mendiant parmi tant d'autres. Il y avait chez lui quelque chose de plus profond, une détresse maîtrisée, comme s'il était tombé là par erreur. Quand les secours arrivèrent enfin, à 8h51, Camille avait déjà compris qu'elle ne serait pas à l'heure. Les ambulanciers descendirent en hâte, prirent le relais avec efficacité, mais l'un d'eux lui jeta un regard presque surpris. Il n'avait sans doute pas l'habitude de voir quelqu'un rester aux côtés d'un inconnu dans un quartier pressé d'aller travailler. L'homme fut installé sur un brancard, mais refusa toujours de donner son nom. L'un des secouristes nota les informations que Camille put fournir, très peu en réalité. Puis ils refermèrent les portes du véhicule. Camille resta un instant debout sur le trottoir, silencieuse, son écharpe tachée de sang toujours dans les mains. L'adrénaline retombait, laissant place à la panique. 8h58. Elle ne pouvait plus rattraper le temps perdu. Elle se mit à courir, espérant encore, contre toute logique, que l'entreprise la laisserait entrer même avec quelques minutes de retard. Elle imaginait une réceptionniste compréhensive, un recruteur ouvert d'esprit, quelqu'un qui verrait au-delà de l'heure affichée sur l'horloge murale. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Elle avait choisi. Elle avait choisi d'aider. Et elle allait devoir en assumer les conséquences. Camille courait, le souffle court.
ses pas résonnant sur les trottoirs humides de la ville encore engourdis par le froid du matin. Son cœur battait à toute vitesse, autant à cause de l'effort que de l'angoisse qui lui nouait la gorge. Elle avait quitté les secours à 8h58, après avoir vu la porte de l'ambulance se refermer sur l'homme blessé. Elle avait tenté de ne pas penser à l'heure, avait espéré un miracle, mais chaque pas qu'elle faisait lui rappelait l'évidence. Elle avait déjà perdu ce pourquoi elle s'était tant préparée. Ses mains tremblaient encore, non plus de froid, mais de frustration. Dans son esprit, les chiffres s'alignaient comme des menaces. 9 heures. L'entretien était prévu à 9 heures précises. Pas 9h05, pas 9h10. Elle le savait parce que l'email le précisait avec insistance. Tout retard entraînera l'annulation immédiate de la candidature. Une règle claire, sans appel. Une règle qu'elle avait acceptée, confiante à l'idée qu'elle arriverait en avance. Mais la vie en avait décidé autrement. Ou plutôt, sa conscience l'avait fait, et à présent, elle en mesurait le prix. Le vent lui fouettait le visage, soulevant parfois des mèches de cheveux mal attachées. Le tailleur qu'elle portait, trop fin pour la saison, ne lui tenait pas chaud. Sa peau collait à l'intérieur de ses chaussures, ses pas étaient irréguliers, glissants. Elle avançait comme on traverse un cauchemar. Les immeubles défilaient autour d'elle, flous et indifférents. Elle n'osait plus regarder l'heure, mais chaque cloche d'église, chaque panneau d'horloge publique lui rappelait qu'elle courait après quelque chose qui s'éloignait à chaque seconde. Lorsqu'elle arriva devant le grand immeuble de verre et d'acier, il était 9h12. Elle le vit sur l'écran d'affichage près de la porte tournante. 9h12, 12 minutes. Une éternité pour le monde de l'entreprise. Un détail minuscule pour un cœur humain. Elle s'arrêta quelques secondes devant l'entrée, tentant de retrouver son souffle, essuyant du bout des doigts la sueur sur son front. Ses joues étaient rouges, son maquillage légèrement coulé sous les yeux. Elle redressa les épaules, inspira profondément et franchit la porte. Le hall était encore plus impressionnant que dans son imagination. Des murs en marbre clair, des plantes soigneusement taillées dans des pots design, une odeur discrète de parfum d'ambiance, un calme solennel. Tout respirait l'ordre, la précision, l'exigence. Une jeune femme en tailleur noir l'accueillit au comptoir d'accueil avec un sourire professionnel. Camille s'approcha, tenta de cacher sa nervosité derrière un masque de politesse. « Bonjour, je m'appelle Camille Moreau. J'ai un entretien ce matin, à 9h, pour le poste d'assistante administrative. » La réceptionniste consulta l'écran face à elle, tapota quelques touches, puis leva les yeux vers Camille avec un léger froncement de sourcils. « Madame Moreau, je suis désolé, mais les entretiens ont déjà commencé. Les candidats ont été appelés à l'heure, comme prévu. La procédure est stricte, aucun retard n'est autorisé. » Camille sentit son estomac se nouer. Elle tenta de garder son calme, même si son regard trahissait la détresse. « Je comprends, mais j'ai une explication. J'ai aidé quelqu'un sur la route, un homme blessé. J'ai attendu les secours. Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. » Elle n'attendait pas de récompense, pas même de reconnaissance, seulement une brèche, un soupçon d'empathie dans un monde régi par les horloges. Mais la réceptionniste gardait son sourire figé, neutre, comme si elle avait entendu ce genre d'histoire 1000 fois. « Je comprends, madame, mais le processus est déjà en cours et les règles sont les mêmes pour tous les candidats. Je suis navré. » Camille aurait voulu insister, protester, mais à quoi bon? Elle voyait bien que tout était joué. Le monde devant elle continuait de tourner, parfaitement huilé, et elle venait de rater sa seule chance d'y entrer. Elle remercia poliment, comme on le fait par automatisme, puis fit demi-tour, les jambes molles, le cœur lourd. À peine hors du hall, elle s'appuya contre un mur, ferma les yeux, tenta de retenir les larmes qui montaient. Elle inspira plusieurs fois, profondément, espérant calmer le chaos intérieur. Mais rien n'y faisait. Une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Elle marcha lentement vers la station de métro, les bras ballants, incapable de trouver la force d'appeler Sabine, incapable d'expliquer à Théo pourquoi son rêve venait encore une fois de s'éloigner. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Elle repassait mentalement toute la scène, le corps de l'homme sur le trottoir, son regard implorant, le sang sur sa manche. Avait-elle eu tort de s'arrêter? Était-ce de la naïveté ou simplement de la décence? Une part d'elle voulait croire qu'elle avait bien agi, mais l'autre n'arrivait pas à se libérer du poids de l'échec. De retour chez elle, elle retrouva son appartement silencieux. Théo était encore à l'école. Elle retira ses chaussures, jeta son manteau sur la chaise, s'assit sur le canapé et resta là, les mains sur les genoux,
fixant un point invisible sur le mur. Son sac, avec son CV et ses lettres, tomba à ses pieds sans qu'elle s'en aperçoive. Elle se sentait vide. Pas seulement parce qu'elle avait perdu une opportunité, mais parce qu'elle se rendait compte à quel point elle en avait eu besoin. Ce n'était pas une simple candidature, c'était un espoir, une porte vers autre chose, vers une existence moins précaire, moins épuisante. Et à présent, cette porte était refermée, sans bruit, sans drame, juste un cliquetis d'horloge implacable et une poignée qu'on ne lui tendrait plus. Camille resta assise de longues minutes, sans bouger, dans ce salon modeste dont elle connaissait chaque imperfection. Le linoléum gondolé près de la cuisine, les murs ternis par le temps, la vitre fêlée de la fenêtre donnant sur la rue, tout paraissait soudain encore plus étroit, plus froid, plus figé. Elle n'avait pas retiré son tailleur ni défait ses cheveux, comme si une part d'elle espérait encore que tout cela ne soit qu'un mauvais détour, une parenthèse absurde dans un scénario qui, normalement, devait la conduire à autre chose. Mais elle n'était pas dans un film, encore moins dans un conte. Il n'y aurait pas de retour en arrière, pas de seconde chance. Le silence de l'appartement l'étouffait. Le tic-tac régulier de l'horloge au mur semblait se moquer d'elle, chaque seconde résonnant comme un rappel de ce qu'elle avait perdu. Camille se leva lentement, les jambes engourdies, et se traîna jusqu'à la salle de bain. Elle s'y regarda dans le miroir. Son reflet lui renvoya une image fatiguée, les cernes accentuées par le maquillage effacé, les yeux rouges. Elle ne vit pas une femme forte, courageuse ou digne d'admiration. Elle vit seulement une mère épuisée, battue une fois de plus par un système qui ne laissait aucune place à l'imprévu. Le tailleur qu'elle portait paraissait maintenant ridicule, emprunté, presque humiliant. Elle l'enleva avec lenteur, le plia avec soin et le reposa dans le sac prêt à être rendu à Sabine. En fin d'après-midi, alors que la lumière grise filtrait à peine à travers les rideaux, elle alla chercher Théo à l'école. Il courut vers elle tout sourire, lui racontant fièrement qu'il avait eu une gommette verte pour avoir bien rangé ses crayons. Elle l'écoutait en hochant la tête, le cœur serré, incapable de lui dire que son rêve venait de s'écraser. Elle ne voulait pas que ses défaites deviennent les siennes. Elle voulait préserver sa joie, sa candeur, sa confiance en elle. Ce soir-là, elle lui prépara des coquillettes au jambon, lui lut une histoire de dragon maladroit et attendit qu'il s'endorme avant de s'effondrer en silence sur le canapé. Le lendemain matin, elle retourna à la boulangerie comme si de rien n'était. La patronne la reçut d'un regard distant. Elle n'avait jamais vraiment apprécié Camille, la trouvant peut-être trop discrète ou trop occupée à rêver. Rien n'avait changé. Les clients arrivaient comme d'habitude, réclamant leur pain au chocolat ou leur baguette bien cuite, râlant sur les centimes, pressés, indifférents. Camille souriait mécaniquement, glissant les viennoiseries dans les sachets en papier, encaissant, remerciant. Elle tenait debout, mais à l'intérieur quelque chose s'était brisé. Le midi, elle s'adossa au mur derrière la boutique, profitant des quelques minutes de pause pour respirer. Elle consulta son téléphone, plus par habitude que par espoir. Aucune notification, aucune réponse, rien. Elle avait envoyé un mail à l'entreprise dans l'après-midi précédente, expliquant brièvement les raisons de son retard, s'excusant, espérant qu'au moins quelqu'un prenne le temps de lire. Mais aucune réponse ne lui était parvenue, et elle n'en attendait plus vraiment. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle trouva un petit dessin posé sur la table, avec un soleil, un bonhomme et un cœur. Théo avait écrit en lettres maladroites « Maman est la meilleure ». Ces mots, simples et maladroits, lui donnèrent plus de force que tout ce qu'un recruteur aurait pu lui dire. Elle s'autorisa à pleurer, discrètement, tandis que l'enfant jouait dans sa chambre. Des larmes silencieuses, sans colère, sans cri, juste cette douleur calme de savoir qu'on avait tout donné pour quelque chose qui ne reviendrait pas. Les jours suivants, elle reprit sa routine, le cœur un peu plus lourd à chaque réveil. L'espoir qu'elle avait nourri pendant des semaines, cette flamme qui l'avait tenue éveillée si souvent après minuit, s'était éteinte sans éclat. Et pourtant, malgré cette amertume, elle ne regrettait pas son choix. Elle n'avait pas été héroïque. Elle avait juste été humaine, ce qui, dans un monde formaté pour la productivité, ressemblait parfois à une erreur. Mais elle se sentait seule dans cette conviction. Et c'est peut-être cela qui lui pesait le plus. Le sentiment d'avoir agi juste, mais d'en payer le prix comme si elle avait fauté. Elle se souvenait du regard de l'homme sur le trottoir, de ses paroles faibles, de cette main qu'il avait tenté de lever en guise de remerciement. Il n'avait pas de nom,
pas d'histoire connue. Et malgré tout, elle avait choisi de rester. Ce choix l'avait définie, la condamnait peut-être à retourner à sa vie d'avant, à ses fins de mois tendues, à ses rêves suspendus. Camille ne savait pas qu'au même moment, ailleurs dans la ville, une autre personne pensait à elle. Quelqu'un qui, loin d'avoir oublié ce geste simple mais rare, s'apprêtait à bouleverser une fois de plus le cours de sa vie. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle savait, c'était que les portes s'étaient refermées, sans bruit, sans appel, et qu'il lui faudrait encore trouver la force de se relever. Encore. 3 jours avaient passé depuis cet entretien manqué. Camille, plongée dans une routine mécanique, essayait de ne plus y penser, bien qu'elle ressente encore au fond d'elle un mélange de colère et de résignation. Elle faisait semblant d'avoir tourné la page, mais chaque matin, en se réveillant avant l'aube, une part d'elle espérait encore recevoir un message, une explication, un geste. Elle savait pourtant que ces choses n'arrivaient pas. Les entreprises ne rappelaient pas les candidates en retard, peu importe les raisons. La compassion n'entrait pas dans les critères de sélection. Ce vendredi-là, Camille venait à peine de poser sa blouse à la boulangerie lorsqu'elle sentit son téléphone vibrer dans la poche arrière de son jean. Elle pensait à une notification de livraison ou à un message de Sabine. Mais en voyant s'afficher un numéro qu'elle ne connaissait pas, elle sentit son cœur se serrer. Elle hésita un instant avant de décrocher. « Allô ? Bonjour, Madame Moreau ?» La voix à l'autre bout était posée, calme, légèrement grave. « Oui, c'est moi. Je vous appelle de la société Lefebvre Solutions. Un de nos directeurs souhaiterait vous rencontrer. Seriez-vous disponible cet après-midi vers 15 heures ?» Camille resta sans voix pendant 1 seconde. Elle regarda autour d'elle, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. Elle pensa aussitôt à une erreur. « Pardon, vous avez bien dit Lefebvre Solutions ? Je croyais que ma candidature avait été annulée. » « C'est exact. Mais il ne s'agit pas d'un second entretien. C'est une demande spécifique de notre direction. Rien d'officiel pour l'instant, simplement une conversation. Si vous êtes disponible, nous vous attendrons au siège, au 27e étage. » Le 27e étage. Une phrase simple qui, pour Camille, résonna comme une énigme. Elle accepta sans poser plus de questions, la voix tremblante de surprise. L'appel se termina rapidement. En raccrochant, elle resta quelques secondes immobile, le téléphone contre l'oreille, incapable de penser clairement. Puis elle retrouva ses esprits et prévint la patronne qu'elle devait s'absenter en urgence. Cette dernière lui lança un regard désapprobateur, mais Camille n'attendit pas sa réponse. Elle rentra précipitamment chez elle pour se changer. Elle ressortit le tailleur prêté par Sabine, le repassa à la vapeur aussi bien qu'elle le put, remit ses ballerines usées, attacha ses cheveux d'une façon plus soignée. Elle avait l'air aussi nerveuse que la première fois. Mais cette fois-ci, il n'y avait pas de CV dans son sac, pas de lettre de motivation, juste une tonne de questions sans réponse. Qui l'avait appelée? Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? À 14h40, elle était de nouveau devant l'imposant immeuble du quartier de la Part-Dieu, le même bâtiment qui, quelques jours plus tôt, l'avait rejetée sans même un regard. Elle poussa les portes vitrées avec prudence, salua la réceptionniste, une autre que celle qu'elle avait vue auparavant, qui, après un rapide appel téléphonique, lui indiqua un ascenseur privé. Elle monta, seule, regardant les chiffres défiler, les oreilles bourdonnantes, le ventre noué. Lorsque les portes s'ouvrirent au 27e étage, elle découvrit un couloir silencieux et luxueux, décoré avec goût mais sans ostentation. Une assistante élégamment vêtue l'accueillit et la conduisit dans un petit salon d'attente, baigné de lumière naturelle. Quelques minutes plus tard, une autre porte s'ouvrit et on l'invita à entrer. Camille pénétra dans une grande salle de réunion. De vastes baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville. Une table en bois clair trônait au centre, entourée de fauteuils de cuir noir. À l'autre bout, debout près de la fenêtre, un homme se retourna en entendant la porte. Camille le reconnut immédiatement, et son souffle se coupa. C'était lui, l'homme qu'elle avait aidé sur le trottoir. Il portait à présent un costume sobre, parfaitement taillé, une chemise blanche sans défaut, et ses cheveux s'étaient coiffés en arrière. Il n'avait plus rien de l'homme perdu et blessé qu'elle avait découvert quelques jours auparavant. Il s'avança vers elle avec un léger sourire, tendit la main et dit simplement « Bonjour, Madame Moreau. Je suis Adrien Lefebvre. Je crois que nous nous sommes déjà croisés dans des circonstances un peu particulières. » Camille, figée,
serra sa main sans trouver immédiatement ses mots. La confusion dans son esprit la paralysait. Comment cet homme, qu'elle avait cru sans abri ou en détresse, pouvait-il se tenir là, devant elle, dans une salle de conférence, en tant que PDG d'une des plus grandes entreprises de la ville? Adrien la fit asseoir, puis s'installa face à elle, les mains jointes sur la table. Son ton était calme, presque amical. « Avant tout, je tiens à vous remercier. Ce que vous avez fait ce matin-là, peu de gens l'auraient fait. Vous avez choisi d'aider un inconnu au lieu de vous soucier de votre propre avenir. » Camille, encore sous le choc, parvint à répondre presque en chuchotant « Je ne savais pas qui vous étiez. Je pensais que vous aviez besoin d'aide, c'est tout. » Il acquiesça. C'était exactement le but. Je menais une expérience en lien avec un programme de sensibilisation que notre entreprise développe. Mais ce jour-là, j'ai réellement eu un malaise. Je n'ai pas simulé. Et personne ne s'est arrêté. Personne sauf vous. Un silence s'installa. Camille ne savait pas quoi dire. Elle se sentait déstabilisée, comme si elle avait été jetée dans une pièce dont elle ne comprenait pas les règles. « Je voulais vous voir personnellement, » continua Adrien, « parce que votre geste m'a marqué. Vous m'avez rappelé ce que nous oublions trop souvent, que les valeurs humaines ne sont pas des slogans marketing. Ce sont des actes, des choix. J'ai revu les candidatures. J'ai écarté tous les autres. Je veux vous offrir autre chose. » Camille, les yeux écarquillés, le regarda sans comprendre. Elle venait à peine d'accepter qu'elle avait perdu cette opportunité, et voilà qu'on la ramenait brutalement au centre de la scène, sans qu'elle sache pourquoi ni comment. Adrien Lefebvre n'avait pas terminé. Ce qu'il avait à lui proposer allait encore bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa place dans ce monde. Le silence dans la salle de réunion était presque solennel. Camille, toujours assise face à Adrien Lefebvre, tentait de comprendre la portée de ce qu'elle venait d'entendre. Le souvenir de l'homme affaibli sur le trottoir était encore vif dans son esprit, et il lui semblait irréel de le voir maintenant, parfaitement remis, dans cet environnement professionnel impeccable. Ce contraste la troublait. Elle observait ce visage désormais propre, ses gestes assurés, cette voix posée, et se demandait comment elle avait pu croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'il s'agissait d'un sans-abri. Adrien, sans détour, continua son récit. Il lui expliqua qu'il avait récemment lancé, au sein de son entreprise, une initiative expérimentale visant à évaluer l'impact de leur future campagne de responsabilité sociale. L'idée était d'étudier les comportements des citoyens face à la précarité visible. Pour cela, il avait choisi d'incarner lui-même un individu en détresse physique dans un environnement urbain fréquenté, sans assistance ni sécurité immédiate. Une équipe l'observait à distance, prête à intervenir si nécessaire. Ce qui n'avait pas été prévu, c'était qu'il ferait un malaise réel au bout de 20 minutes, conséquence d'un traitement médical mal ajusté. « Ce jour-là, reprit-il, j'ai senti mes forces m'abandonner. Je ne jouais plus. J'étais vraiment vulnérable. Et c'est à ce moment précis que vous êtes arrivé. » Camille l'écoutait sans l'interrompre, les mains posées sur ses genoux, tentant de ne pas laisser son trouble l'envahir. Elle se demandait encore ce qu'il attendait d'elle, pourquoi il tenait tant à lui raconter tout cela avec autant de précision. « Vous ne m'avez pas ignoré, Camille. Vous n'avez pas détourné les yeux. Vous ne vous êtes pas contenté d'un regard inquiet. Vous avez agi. » Il sortit de sa poche intérieure une petite enveloppe beige et la fit glisser vers elle sur la table. Camille l'ouvrit avec hésitation. À l'intérieur, une simple feuille avec un nouveau descriptif de poste. Pas celui pour lequel elle avait postulé initialement. Celui-ci portait l'intitulé de responsable des initiatives sociales et partenariats associatifs. Direction RSE. Elle releva les yeux, déconcertée. « Je ne comprends pas, ce n'est pas le poste administratif. » Adrien sourit doucement. « Justement, j'ai décidé de créer ce poste suite à notre rencontre. Une nouvelle division est en train de naître au sein de l'entreprise. Jusqu'à présent, notre politique sociale se limitait à des dons ponctuels, à quelques partenariats standards. Mais je veux quelque chose de plus réel, de plus vivant. Je veux que notre engagement dépasse les mots. Je veux des actes. » Camille, stupéfaite, lut rapidement la description du poste. Il ne s'agissait pas d'un emploi symbolique, c'était une véritable responsabilité. Gestion de projets sociaux, lien avec les associations locales, construction de campagnes de sensibilisation, coordination d'événements solidaires. C'était à la fois vaste et ambitieux, et elle ne s'y reconnaissait pas tout de suite.
Je ne suis pas qualifié pour ça. Je veux dire, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine. » Adrien ne sembla pas surpris par sa réaction. « Vous avez quelque chose de plus rare. Vous avez l'expérience du réel. Vous savez ce que signifie vivre avec peu, tenir bon, garder sa dignité. Vous comprenez la valeur d'un geste. Et surtout, vous avez un sens profond de l'humain. Ce que vous avez fait dans la rue vaut plus que n'importe quel diplôme accroché à un mur. » Camille ne savait que répondre. Une partie d'elle voulait refuser, par peur, par modestie. Une autre, plus intime, reconnaissait que cette proposition touchait un point sensible, le besoin de faire quelque chose qui ait du sens. Elle pensa à Théo, à ses journées à la boulangerie, à toutes ces fois où elle avait dû se taire, supporter, encaisser. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui proposait un avenir qui ne ressemblait pas à une survie déguisée. « Je ne vous demande pas une réponse immédiate, » poursuivit Adrien. « Prenez le week-end pour y réfléchir. Je veux que ce soit une décision libre, pas un acte de gratitude. » Camille hocha la tête, encore sous le choc. L'idée de se voir confier un tel rôle, après des années de petits boulots, d'abandon de projets personnels, lui semblait vertigineuse. Elle se leva pour partir, remercia Adrien avec sincérité, puis descendit l'ascenseur comme dans un rêve. Tout en elle vibrait d'un mélange d'émotions, de crainte et d'émerveillement. Sur le trajet du retour, elle repensa à chaque étape de cette étrange histoire. Le jour de l'entretien, le trottoir, l'attente des secours, le regard de cet inconnu. Elle comprenait maintenant que rien de cela n'avait été anodin. Pourtant, elle refusait de croire au hasard bienveillant ou à quelque destin invisible. Elle ne voyait qu'un enchaînement de décisions, et la sienne avait été claire. Rester, aider, assumer les conséquences. Une fois chez elle, elle déposa l'enveloppe sur la table, puis alla chercher Théo à l'école. Il la serra dans ses bras avec son enthousiasme habituel. Sur le chemin, elle le regardait courir devant elle, sans savoir encore si elle allait accepter l'offre. Elle n'en parla à personne ce soir-là, pas même à Sabine. Elle avait besoin de silence, de recul, de vérité. Camille passa le reste de la soirée à réfléchir, à peser les options. Ce poste n'était pas seulement une opportunité, c'était une responsabilité. Elle savait que si elle acceptait, sa vie allait changer. Elle ne voulait pas échouer. Elle ne voulait pas décevoir. Mais surtout, elle voulait que ce choix, s'il était fait, vienne d'elle et d'elle seule. Sans illusion, sans flatterie. Juste la certitude de pouvoir transformer une épreuve en tremplin. Le lundi suivant, à 8 heures du matin, Camille se tenait de nouveau dans le hall lumineux de Lefebvre Solutions, les mains serrées autour d'un dossier vide qu'elle tenait plus pour se rassurer que par utilité réelle. Elle avait à peine dormi les nuits précédentes, partagée entre la peur de ne pas être à la hauteur et la possibilité qu'un avenir différent s'ouvrait enfin devant elle. Adrien Lefebvre lui avait laissé le choix, sans pression, mais en mettant sur la table une proposition concrète, claire, qui ne ressemblait en rien à une faveur. C'était une offre professionnelle, exigeante, mais surtout profondément humaine. Elle fut rapidement accueillie par l'assistante du PDG, qui la conduisit cette fois non pas à la salle de réunion impersonnelle du dernier étage, mais dans un bureau plus modeste au 6e. Là, elle rencontra 2 autres personnes, Marianne Giraud, directrice des ressources humaines, et Loïc Devienne, responsable actuel de la communication interne. Tous deux lui sourirent avec politesse, mais Camille perçut une certaine réserve dans leur attitude, comme s'ils avaient été contraints d'être là. Après les salutations d'usage, Marianne prit la parole la première. « Bonjour, Madame Moreau. Adrien nous a informé de sa décision de vous intégrer au nouveau département RSE qu'il souhaite développer rapidement. Avant toute chose, nous tenons à préciser que c'est un projet pilote qui n'existait pas jusqu'à présent dans notre structure. Ce poste n'a pas encore de contour définitif, ce qui signifie qu'il va falloir tout bâtir de zéro. » Camille écoutait attentivement. Elle avait compris depuis l'appel que rien ne serait simple. Elle hocha la tête, prête à entendre la suite. « Vous n'avez pas le parcours classique de nos cadres, » reprit Loïc, « et cela peut surprendre certains collaborateurs. Votre profil est atypique, ce qui peut être une force comme un risque, selon la perception interne. » Il y avait là, dans ces mots, une mise en garde à peine voilée. Camille sentit un léger frisson de doute, mais elle n'interrompit pas. Elle savait qu'elle devrait faire ses preuves plus que n'importe qui. Marianne poursuivit, plus posée. « Ce poste va vous placer en relation directe avec des associations, des partenaires institutionnels et des structures sociales. Vous serez amené à créer des ponts entre notre entreprise et le tissu local.
L'objectif est d'ancrer notre présence dans une démarche éthique crédible et durable. Adrien pense que votre parcours personnel peut vous offrir une sensibilité unique pour cette mission. Camille sentit une légère chaleur lui monter aux joues. Elle ne savait pas encore comment répondre à cela. Elle avait toujours vu son passé comme un fardeau, jamais comme une compétence. Et pourtant, à cet instant, on le lui présentait comme une richesse. Après quelques explications supplémentaires sur les conditions salariales, le contrat proposé et les premiers défis à relever, on lui laissa un moment pour poser ses questions. Elle en profita pour s'assurer que sa formation serait accompagnée. On lui confirma qu'un binôme temporaire serait mis en place pour l'aider les premiers mois et que plusieurs modules internes de formation lui seraient accessibles. Elle signa le contrat en fin de matinée, la main légèrement tremblante, mais le regard déterminé. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était un engagement mûrement réfléchi. En sortant du bureau, elle croisa Adrien Lefebvre dans le couloir. Il s'arrêta, lui adressa un regard sincère. « Je savais que vous accepteriez. »« Bienvenue, Camille. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de lui rendre son regard, avec une légère inclinaison de tête. Elle n'avait pas besoin de mots grandiloquents. Tout était dans cette décision, et elle en mesurait le poids. Mais dès les premiers jours, elle comprit que son intégration ne serait pas sans heurts. Dès son arrivée, des regards curieux se posèrent sur elle. Les conversations dans les couloirs s'interrompaient lorsqu'elle passait. À la machine à café, certains parlaient trop bas, et d'autres ne faisaient même pas semblant de cacher leur scepticisme. « C'est elle, la nouvelle protégée du patron », murmurait-on. Il l'a trouvée où, celle-là? Encore un coup de com' social. Camille les entendait, pas directement, mais suffisamment clairement pour comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue dans tous les esprits. Elle ne répondit jamais à ces insinuations. Elle gardait la tête haute, arrivait toujours à l'heure, restait concentrée sur ses dossiers, apprenait, notait tout, posait des questions précises. Elle n'était pas là pour prouver qu'ils avaient tort. Elle était là pour réussir. Elle travaillait tard, souvent après le départ des autres. Elle lisait les anciens rapports de partenariat, identifiait les erreurs passées, proposait des pistes neuves. Elle commença à contacter des structures locales, des associations avec lesquelles elle avait déjà eu affaire indirectement, du temps où elle sollicitait parfois l'aide alimentaire ou cherchait des activités pour Théo. Sa connaissance du terrain faisait la différence. Là où d'autres auraient envoyé des mails génériques, elle se déplaçait, écoutait, discutait. Elle parlait vrai. Mais ce rythme intense l'éloignait aussi de Théo. Elle culpabilisait de devoir le laisser plus longtemps à l'étude ou chez Sabine. Le soir, elle rentrait épuisée, avec à peine l'énergie de lui lire une histoire ou de vérifier ses devoirs. Elle savait que cette période de transition serait dure, mais elle ne s'était pas attendue à ce que la solitude dans ce nouvel univers soit si pesante. Une semaine après sa prise de fonction, un incident marqua un tournant. Lors d'une réunion interne sur les actions de fin d'année, elle proposa d'organiser une campagne de dons ciblés avec un accompagnement réel des bénéficiaires. Un projet basé sur l'écoute des besoins concrets, non sur une simple distribution ponctuelle. Un cadre du département marketing l'interrompit sèchement. « Excusez-moi, mais on ne fait pas dans l'assistanat ici. Ce n'est pas le secours populaire, c'est une entreprise. » La salle devint silencieuse. Camille sentit un frisson dans sa nuque. Elle aurait pu se taire, elle aurait pu sourire poliment, mais elle se redressa dans son siège. Justement, une entreprise a aujourd'hui la responsabilité de ne pas reproduire les erreurs du passé. Faire semblant d'aider, ça ne suffit plus. Si on veut être crédible, il faut respecter ceux qu'on prétend soutenir. Un silence lourd suivit. Puis Adrien, resté discret jusque-là, intervint calmement. « Je valide la proposition de Camille, et j'aimerais qu'on la développe rapidement. » Les regards se tournèrent vers lui, certains surpris, d'autres irrités. Camille comprit ce jour-là que le soutien d'Adrien ne suffirait pas à la protéger. Elle allait devoir s'imposer, non comme une protégée, mais comme une professionnelle capable, légitime, une actrice de changement. Et pour cela, elle allait devoir encaisser bien plus que des mots. Camille arrivait désormais chaque matin à 7h45, avant la plupart des employés. Elle s'installait à son bureau, situé dans une aile secondaire du bâtiment, et passait les premières minutes à organiser ses tâches, répondre aux courriels et relire les notes de la veille. Le poste qu'elle occupait était encore flou dans les esprits de l'entreprise. Pour beaucoup, elle n'était qu'une pièce ajoutée, venue de nulle part, greffée à un système bien rodé.
et sa présence dérangeait. Son bureau, bien que lumineux, se trouvait à l'écart, preuve symbolique de son intégration encore incomplète. Ce matin-là, alors qu'elle se préparait à partir pour une réunion avec une fondation partenaire, Camille surprit 2 collègues discuter devant la machine à café. Ils ne l'avaient pas vue approcher. Elle a été parachutée, tu veux que je te dise. Ce n'est pas du mérite, c'est du favoritisme. Et le patron qui l'appelle par son prénom devant tout le monde, ça crée un malaise, franchement. Camille se figea une seconde, puis reprit son chemin sans dire un mot. Elle avait déjà entendu des remarques similaires, souvent à demi-mot, parfois à peine voilées. Elle ne s'en étonnait plus. L'entreprise, comme tant d'autres, avait ses jeux de pouvoir, ses clans, ses logiques implicites. Elle en comprenait les codes, même si elle ne les approuvait pas. Ce qui la blessait, c'était de constater à quel point la bienveillance pouvait être perçue comme une faiblesse, ou pire, comme une stratégie de manipulation. Elle poursuivit sa journée sans rien laisser paraître. Lors de la réunion externe, elle présenta avec clarté les premiers partenariats envisagés pour le trimestre suivant. Elle parla avec conviction, posant les bases d'un projet qui associait l'entreprise à des initiatives locales concrètes, ancrées dans la réalité des quartiers. Les responsables de la fondation furent conquis. Ils saluèrent en son approche directe, sa connaissance du terrain et sa capacité à traduire les besoins en actions précises. Pour la première fois depuis son arrivée, Camille sentit qu'elle avait marqué un point, un vrai. Mais à son retour au bureau, l'atmosphère s'était alourdie. En son absence, un mail interne avait été envoyé à son nom, une réponse sèche à une proposition de budget faite par le service logistique. Le ton employé n'était pas le sien. Le message était signé Camille Moreau, mais elle n'en avait jamais eu connaissance. En le lisant, elle sentit immédiatement qu'il s'agissait d'une erreur ou d'un acte délibéré. Elle prit l'escalier pour rejoindre l'étage concerné et interrogea directement la personne ayant reçu le message. « Je suis désolée, dit-elle calmement, mais je n'ai jamais envoyé ce courriel. Puis-je voir exactement ce que vous avez reçu ?» La collaboratrice lui montra le message sur son écran. L'adresse semblait correcte, mais l'écriture, le style, la sécheresse du ton, tout trahissait une falsification. Camille remercia poliment et redescendit, le cœur lourd. Quelqu'un avait volontairement usurpé son nom. Elle ne savait pas encore qui, ni pourquoi, mais elle comprenait que son intégration dérangeait au point de pousser certains à la sabotage. Elle imprima le courriel, le compara à ses envois habituels et rassembla les éléments pour faire remonter l'information. Avant d'aller voir Adrien, elle décida de consulter Marianne, la responsable des ressources humaines. Celle-ci, après avoir lu les documents, fronça les sourcils. « Vous êtes certaine de n'avoir jamais envoyé ce message ?»« Absolument. J'étais en réunion à l'extérieur, j'ai des témoins et des échanges à l'appui. »« Très bien. Je vais faire suivre à notre service informatique pour vérifier l'origine de l'envoi. » Camille sortit du bureau sans satisfaction. Elle savait que ce genre d'enquête prenait du temps et que pendant ce temps-là, les soupçons pouvaient s'envenimer. Elle redoutait que l'affaire ne soit étouffée ou tournée contre elle. Le simple fait de devoir se justifier l'épuisait. Les jours suivants, elle sentit une tension croissante dans les échanges. Des collègues évitaient de la saluer. Certains refusaient de collaborer sur ses projets. Un matin, elle retrouva son bureau déplacé de quelques mètres sans qu'on l'en ait informé. On lui expliqua que c'était une décision logistique, mais elle ne fut pas dupe. Les signes se multipliaient. Ce n'était plus de la méfiance passive, mais une opposition sourde, organisée. Elle songea à abandonner, plus d'une fois. Lorsqu'elle rentrait le soir vidée, qu'elle devait encore vérifier les devoirs de Théo, préparer le dîner et planifier la journée suivante, elle se demandait pourquoi elle s'infligeait tout cela. Elle n'avait rien demandé au fond. Elle n'avait pas cherché à être repêchée par un PDG en costume. Elle avait juste fait ce qu'elle croyait juste, et maintenant, elle se battait contre des ombres. Mais elle se souvenait aussi des regards des enfants dans les associations qu'elle visitait, des bénévoles qu'elle rencontrait, des projets qu'elle avait commencé à lancer. Elle voyait le sens, et cela l'empêchait de céder. Un jeudi matin, un élément décisif changea la donne. Le service informatique confirma que le courriel litigieux avait été envoyé depuis un autre poste, utilisant une fausse session ouverte à distance. L'auteur n'avait pas été identifié formellement, mais les soupçons se portèrent sur un employé du service marketing, connu pour avoir déjà eu des différends internes. Adrien la convoqua dans son bureau, lui présenta les conclusions et lui assura de son soutien. «
Vous avez toute ma confiance, Camille. Ce genre de comportement est inacceptable, et je vais y mettre fin. » Elle acquiesça, sans masquer sa lassitude. Elle ne cherchait pas des excuses. Elle voulait simplement pouvoir faire son travail sans obstacles inutiles. Elle voulait qu'on la juge sur ses actes, pas sur les circonstances de son arrivée, mais elle savait que cette affaire, loin d'être close, allait laisser des traces. Désormais, elle ne pouvait plus se contenter d'être performante. Elle devait être irréprochable. Elle comprenait que, pour certains, sa présence serait toujours un rappel dérangeant d'un système bousculé, d'un patron ayant osé faire un choix hors des normes. Elle n'était plus seulement Camille Moreau, ancienne vendeuse de boulangerie, mère célibataire d'un petit garçon. Elle était devenue un symbole. Et cela, elle ne l'avait pas choisi. Mais elle allait l'assumer, parce qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Une pluie fine tapissait les vitres du bureau ce matin-là, dessinant des traînées irrégulières que Camille observait sans vraiment les voir. Elle était arrivée plus tôt que d'habitude, bien avant l'agitation du couloir, pour finaliser un dossier de partenariat avec une structure d'aide à l'insertion. Ce projet lui tenait particulièrement à cœur, car il liait directement l'entreprise à un centre d'accueil de jeunes mères isolées, à peine à quelques rues d'où elle avait vécu autrefois. Mettre sur pied cette collaboration n'avait pas été simple. Les lenteurs administratives, les résistances internes et les regards méfiants n'avaient pas facilité la tâche. Pourtant, elle avançait, pièce par pièce, déterminée à bâtir quelque chose de durable. Vers 8h30, alors qu'elle cherchait un ancien document dans un dossier partagé par le service marketing, son œil fut attiré par une pièce jointe oubliée, mal classée dans un répertoire portant un nom générique. Curieuse, elle l'ouvrit, pensant y trouver une maquette ou une ancienne proposition de visuel. Ce fut tout autre chose. Le fichier contenait une copie d'un courriel interne, envoyé par un cadre de longue date, Bertrand Clouet, responsable des partenariats commerciaux. Dans ce message, destiné à un petit groupe d'employés, il évoquait en termes explicites une stratégie visant à discréditer Camille. Il s'y plaignait de la promotion injustifiée d'une inconnue sortie de nulle part et proposait de l'exposer par ses lacunes en la mettant face à des tâches trop complexes. Il suggérait même d'utiliser des outils de communication pour la pousser à la faute sans que cela remonte directement à lui. Camille sentit son cœur se serrer. Elle relut le message 2 fois pour s'assurer qu'elle ne déformait pas les mots. La colère céda rapidement à une forme de tristesse amère. Elle avait déjà ressenti les regards lourds, les murmures dans les couloirs, les gestes passifs agressifs. Mais voir cette hostilité couchée noir sur blanc, organisée, préméditée, donnait une toute autre dimension à ce qu'elle avait vécu. Elle n'était pas victime d'un simple rejet culturel ou professionnel. On l'avait visée délibérément. Elle imprima le document sans attendre, puis le rangea dans une chemise cartonnée. Elle resta quelques minutes devant la vitre, à respirer lentement, à tenter de canaliser l'émotion. Elle savait qu'agir dans la précipitation pourrait se retourner contre elle. Pourtant, elle ne pouvait pas non plus rester silencieuse. Ce message n'était pas une simple opinion exprimée à la va-vite. C'était une preuve, une faute grave. Elle décida de ne pas passer par la direction des ressources humaines cette fois. Elle demanda un rendez-vous directement avec Adrien. L'assistante, surprise par l'urgence de sa demande, parvint à lui dégager un créneau en fin de matinée. Lorsqu'elle entra dans le bureau du PDG, elle ne perdit pas de temps à tourner autour du sujet. Elle posa calmement la chemise sur son bureau. « J'ai trouvé ceci par hasard ce matin. Il s'agit d'un courriel envoyé par un de vos cadres. Il ne laisse aucun doute sur ses intentions. » Adrien feuilleta les pages, son expression se refermant à mesure qu'il lisait. Lorsqu'il eut terminé, il resta quelques secondes sans parler, puis ferma le dossier. « Ce document a déjà circulé ? » ?»« Non, je suis la seule à l'avoir vu. Mais je ne pouvais pas le garder pour moi. Je vous le transmets parce que je pense que c'est à vous d'agir. Ce que je veux, c'est pouvoir travailler dans un environnement où l'on ne me sabote pas sciemment. Ni moi, ni personne. » Sa voix était ferme, posée. Elle ne cherchait ni la vengeance, ni la pitié. Seulement la justice. Adrien hocha lentement la tête. « Merci de m'avoir fait confiance avec cela. Je vais m'en occuper personnellement. Mais je dois vous prévenir, Camille. Ce que vous dénoncez ici n'est pas une simple entorse au règlement. C'est une faute professionnelle grave. Il y aura des conséquences. » Elle se leva, le regard droit. « Je n'en doute pas.
Je préfère assumer les tensions qui viendront que continuer à faire semblant que tout va bien alors que je suis sabotée dans l'ombre. » En sortant du bureau, elle sentit un mélange étrange d'apaisement et d'inquiétude. Elle avait fait ce qui lui semblait juste, mais elle savait aussi qu'une tempête se préparait, et elle ne tarda pas à éclater. Dès le lendemain, l'entreprise fut secouée par une série de décisions internes. Bertrand Clouet fut suspendu provisoirement de ses fonctions, le temps d'une enquête disciplinaire. La nouvelle, bien que communiquée avec discrétion, se propagea vite dans les couloirs. On ne parlait plus que de cela. Et bien que le nom de Camille ne fût pas officiellement cité, chacun comprit qu'elle était à l'origine du signalement. Les regards changèrent, mais pas nécessairement en mieux. Certains collègues se fermèrent davantage. D'autres, au contraire, vinrent la voir pour la remercier d'avoir osé dénoncer ce qui, selon eux, minait l'entreprise de l'intérieur depuis longtemps. Pour la première fois, Camille vit dans les yeux de certains une reconnaissance sincère. Pas de la sympathie ni de l'admiration, mais le respect discret qu'on accorde à ceux qui ont tenu bon dans l'adversité. Elle continuait malgré tout à sentir la pression. La moindre erreur dans un document, le moindre oubli dans un mail devenait une occasion de critique. Son travail était scruté, disséqué. Elle tenait un carnet où elle notait chaque tâche accomplie, chaque retour reçu, chaque échange clé. Elle construisait sa légitimité jour après jour, pierre par pierre. Un après-midi, alors qu'elle finalisait une présentation pour une future action sociale auprès d'un réseau de bibliothèques municipales, elle reçut un mot manuscrit glissé discrètement sous la porte de son bureau. Il disait simplement « On vous soutient même si on ne le montre pas toujours ». Il n'était ni signé ni daté, mais ces quelques mots suffirent à lui redonner un souffle. Elle n'était pas seule. Cette lettre oubliée, retrouvée par hasard dans un dossier numérique, avait tout changé. Ce qui avait commencé comme une lutte silencieuse pour être accepté était devenu un combat ouvert pour imposer un respect fondé non pas sur des privilèges ou des faveurs, mais sur le mérite et l'honnêteté. Camille comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle avait franchi une ligne. Elle n'était plus seulement la mère célibataire qui espérait une chance. Elle était désormais une figure de transformation malgré elle, et à partir de maintenant, chaque pas devait être fait avec encore plus de rigueur, de force et de détermination. Depuis l'incident de la lettre, Camille sentait que l'ambiance dans l'entreprise avait atteint un niveau de tension difficilement soutenable. Ce n'était plus simplement une affaire de sourires forcés ou de remarques à voix basse dans les couloirs. Une fracture s'était dessinée au sein des équipes. Certains continuaient de la considérer comme une usurpatrice, ayant bénéficié d'un passe-droit direct depuis la rue jusqu'au bureau climatisé du 27e étage. D'autres, plus silencieux, la regardaient avec une forme de considération prudente, témoin d'un changement qui, même s'il dérangeait, semblait inévitable. Camille, quant à elle, ne cherchait plus à plaire. Elle n'attendait pas d'être acceptée ni félicitée. Elle voulait simplement travailler, accomplir sa mission, donner du sens à ce qu'elle faisait. Elle s'était rendue compte qu'au-delà des titres, des échelons hiérarchiques ou des politiques internes, elle portait un regard que peu possédaient dans cet univers feutré, celui de la réalité. Elle savait ce que signifiait vivre avec le strict minimum, ce que c'était que de compter chaque centime, de ne pas dormir la nuit à cause du loyer, de jongler entre les horaires d'école et les shifts mal payés. Mais dans un monde où les apparences guidèrent les décisions, cette réalité dérangeait. L'affaire Clouet n'avait pas disparu. Une commission interne avait été mise en place pour évaluer les responsabilités, et bien que son nom ne figurât dans aucun document officiel, Camille savait qu'elle était au cœur des débats. L'hostilité de certains cadres ne faisait plus de doute. Des réunions étaient organisées sans qu'elle y soit conviée, des fichiers ne lui étaient plus partagés, des projets lui étaient retirés sans explication. Ce sabotage subtil prenait une forme plus insidieuse encore que les attaques ouvertes. Elle en était parfaitement consciente. Un jeudi matin, alors qu'elle présentait devant un comité externe le bilan de son premier trimestre d'action sociale, un incident illustra à quel point ses adversaires internes étaient prêts à miner son travail. Le document projeté à l'écran avait été modifié, des chiffres tronqués, des résultats déformés, des conclusions remaniées de manière à faire passer le programme pour un échec budgétaire. Camille ne comprit pas immédiatement ce qui se passait. Mais lorsqu'un partenaire, surpris, l'interrogea sur des données qu'elle savait inexactes, elle réalisa la gravité de la situation. Elle interrompit calmement la réunion, s'excusa
et proposa un report de 24 heures pour fournir un rapport rectifié. Elle ne tenta pas de se justifier sur place. Elle savait que s'énerver ou accuser sans preuve ne ferait que renforcer l'image que certains voulaient coller à elle, celle d'une amateur parachutée trop tôt à un poste trop élevé. De retour dans son bureau, elle analysa les fichiers d'origine, retrouva les modifications et leurs dates, et identifia la session utilisée. Elle prit soin de tout documenter, imprima les preuves, et envoya un compte-rendu détaillé à Marianne Giraud, exigeant une enquête immédiate. Cette fois, elle ne passerait pas par les détours. L'attaque était frontale, et elle y répondrait avec la même fermeté. Le lendemain, Adrien la convoqua en personne. Lorsqu'elle entra dans son bureau, il tenait déjà en main le rapport qu'elle avait transmis. Il ne semblait pas surpris, mais préoccupé. « Camille, je vous avais dit qu'en acceptant ce poste, vous provoqueriez des réactions. Mais je ne pensais pas qu'on en arriverait à de telles manœuvres. Cette entreprise a toujours fonctionné avec des jeux d'alliance, des hiérarchies silencieuses, des règles implicites. Votre présence remet en cause ces équilibres, et certaines personnes ne le supportent pas. » Camille ne se laissa pas démonter. « Je n'ai pas demandé à être un symbole, Adrien. J'ai juste voulu faire mon travail. Mais s'il faut remettre en cause ces équilibres pour que les choses avancent, alors je suis prête. Je ne suis pas ici pour être accepté par un cercle fermé. Je suis ici pour créer quelque chose qui ait un impact réel. » Adrien approuva d'un signe de tête. « Et c'est justement pour cela que je vous ai choisi. Mais je dois aussi vous protéger. À partir de maintenant, vous aurez un audit complet sur tous vos outils de travail. Une double validation sera mise en place sur vos documents. Et j'ai demandé à ce que vos projets ne puissent plus être modifiés sans votre autorisation. » Ces mesures, si elles lui apportaient un certain soulagement, confirmaient aussi à Camille l'ampleur de l'opposition qu'elle suscitait. Elle était surveillée, scrutée, analysée. Et chaque pas en avant serait une victoire arrachée à une résistance tenace. Malgré tout, elle continua à avancer. Les retours des associations partenaires étaient encourageants. Des résultats concrets apparaissaient. Ateliers mis en place, familles accompagnées, jeunes réinsérés. Elle recevait parfois des messages de remerciements, des photos, des témoignages. Cela ne figurait dans aucun rapport officiel, mais pour elle, c'était la vraie récompense. Un matin, alors qu'elle consultait sa messagerie professionnelle, un courriel attira son attention. Il émanait d'une journaliste locale qui demandait une interview pour un article consacré aux nouvelles formes d'engagement des entreprises envers la société civile. Camille hésita puis transmit la demande à la communication. 2 jours plus tard, Adrien lui-même l'appela. « Je pense que vous devriez accepter. Cette histoire mérite d'être connue. Pas pour flatter votre image, mais pour montrer que d'autres chemins sont possibles. Si vous êtes d'accord, je participerai à l'entretien avec vous. » Camille accepta. Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante. L'entretien dura plus d'1 heure. Ils parlèrent du programme RSE, de son lancement, de ses défis. La journaliste, bien informée, évoqua aussi la tension interne. Adrien répondit avec diplomatie. Camille, elle, se contenta de dire qu'elle savait ce que c'était que de venir de loin, et qu'elle ne demandait rien d'autre que de faire ses preuves. 1 semaine plus tard, l'article fut publié sur un site d'actualité régionale. Il reçut une attention inattendue. L'histoire d'une femme ayant tout perdu, ayant manqué un entretien pour secourir un inconnu, puis découvrant que cet inconnu était le PDG même de l'entreprise où elle rêvait de travailler, captivait. Les commentaires affluaient. Beaucoup saluaient son courage, sa ténacité. D'autres, plus critiques, y voyaient une opération de communication bien orchestrée. Mais les faits étaient là. Camille devenait un nom connu. L'entreprise en tirait aussi bénéfice. Elle servait, malgré elle, d'étendard à une stratégie que beaucoup cherchaient à décrypter. Et elle savait que cela n'était que le début d'un nouveau chapitre, peut-être encore plus exposé, encore plus exigeant. Mais elle était prête. Parce que désormais, elle avait trouvé non seulement une place, mais une voie. Et elle comptait bien s'en servir. Le lundi matin, suivant la parution de l'article, Camille arriva au siège de Lefebvre Solutions avec l'intention de reprendre son travail comme à l'ordinaire. Elle pensait que l'euphorie médiatique retomberait rapidement, comme cela arrive si souvent avec les sujets à forte charge émotionnelle. Mais dès qu'elle passa la porte d'entrée, elle sut que quelque chose avait changé. Les regards, cette fois, n'étaient pas fuyants ou hostiles. Ils étaient curieux, parfois admiratifs, souvent gênés. Un employé qu'elle ne connaissait que de vue la salua avec respect. Une autre, qui auparavant évitait ses yeux dans les ascenseurs,
lui adressa un petit sourire sincère. Elle n'était plus seulement la protégée du PDG, elle était devenue un visage public. L'article, initialement destiné à une audience locale, avait été repris par plusieurs plateformes nationales. Le titre avait été légèrement remanié, mais l'histoire restait la même. Elle rate son entretien pour sauver un inconnu. Il était PDG. Il lui offre une seconde chance. La viralité avait fait le reste. En 24 heures, Camille fut mentionnée dans des podcasts, sur les réseaux sociaux, et dans une émission matinale grand public. Des milliers de commentaires accompagnaient l'histoire, louant son geste, s'indignant des critiques qu'elle avait subies, ou saluant la prise de décision d'Adrien Lefebvre. Mais cette exposition soudaine l'a mis dans une position délicate. Elle n'avait rien demandé, elle n'avait pas voulu devenir un sujet de débat national. Elle avait agi par instinct, non pour être applaudie. Et pourtant, désormais, son nom était associé à des discussions sur la méritocratie, le recrutement éthique et la responsabilité sociale des entreprises. Cela allait bien au-delà de ce qu'elle avait envisagé. Adrien lui demanda un entretien privé en début d'après-midi. Ils se retrouvèrent dans le même bureau qu'au premier jour. « Je voulais vous prévenir en personne, Camille. Nous allons officialiser une campagne de communication autour de l'histoire, mais aussi du programme que vous dirigez. Pas pour raconter une fable, pour ancrer ce que vous avez initié dans notre politique globale. Il faut que ce que vous avez lancé ne soit pas vu comme un cas isolé, mais comme un modèle. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Vous parlez de campagne. Vous voulez médiatiser davantage ce que j'ai vécu ? Ce que vous avez déclenché, rectifia Adrien. Parce que vous n'êtes pas seul. Il y a maintenant un service structuré, des résultats, des projets qui naissent. Vous avez donné un visage à quelque chose que trop d'entreprises traitent comme une ligne secondaire dans leur bilan annuel. Nous allons faire de votre programme un pilier stratégique, national puis européen, et nous allons vous mettre à sa tête. » Camille resta figée. Elle avait imaginé un jour élargir son périmètre d'action, mais pas à cette vitesse, ni avec une telle ampleur. Le mot « tête » l'intimidait. Elle n'avait pas la formation classique, ni les codes du management international. Mais elle savait aussi que sa vision, profondément ancrée dans l'expérience, apportait quelque chose que personne ici ne pouvait copier ou improviser. « Et si les critiques reprennent ?» demanda-t-elle, prudente. « Si les attaques recommencent ? Si l'on dit que tout cela est monté de toutes pièces ?» Adrien la regarda un instant, puis répondit sans détour. « Alors vous les laisserez parler. Ce que vous avez accompli ne s'efface pas avec des rumeurs, et je serai derrière vous. Mais plus encore, ce sera à vous de prouver jour après jour que vous méritez cette place. Pas par devoir, par compétence. » Elle se leva lentement. Ce n'était pas de la peur qui l'habitait, c'était le poids d'une nouvelle étape. Diriger une division à l'échelle nationale signifiait des responsabilités accrues, des déplacements fréquents, un impact plus large, mais aussi des sacrifices. Ce soir-là, chez elle, après avoir couché Théo, elle se posta devant la fenêtre du salon, les bras croisés. Elle observait les lumières du quartier, la pluie qui tombait doucement, et se posait une question qui ne l'avait pas quittée depuis qu'elle avait reçu cette nouvelle proposition. Jusqu'à quel point pouvait-elle transformer sa vie sans perdre de vue ce qui la définissait? Elle ne voulait pas devenir un outil de communication. Elle ne voulait pas non plus se contenter de remercier sans exiger. Elle voulait bâtir, créer quelque chose qui survive aux titres, aux articles, à la mode. Sabine, qui gardait Théo lorsqu'elle rentrait tard, entra dans le salon après avoir terminé de ranger quelques affaires. Elle vit Camille pensive et s'approcha sans bruit. « J'ai vu ton nom partout aujourd'hui. Tu sais, même ma sœur à Toulouse m'a envoyé l'article. » Camille sourit doucement. « Je ne comprends pas comment tout ça a pris une telle ampleur. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. » Sabine secoua la tête. « C'est peut-être bien ça, justement. Tu as fait ce que personne ne fait. Tu as été humaine, là où d'autres regardent ailleurs. Et maintenant, on te donne les moyens de faire en grand ce que tu faisais en petit. » Ces mots résonnèrent longtemps après le départ de Sabine. Camille passa une grande partie de la nuit à réfléchir. Elle prit une feuille, nota les noms des projets en cours, les partenaires à contacter, les idées à développer. Elle faisait des plans, non pas pour se convaincre, mais pour se rassurer. Elle ne rêvait pas. Elle avançait. Le lendemain, elle annonça officiellement à Adrien qu'elle acceptait le poste. Elle poserait les conditions nécessaires à sa réussite. Un accompagnement pour sa montée en compétences, un temps d'adaptation pour organiser sa vie familiale et une autonomie stratégique.
Il accepta sans hésiter. La machine était lancée. 3 jours plus tard, elle participait à sa première table ronde en tant que responsable nationale des programmes de responsabilité sociale. Elle s'y rendit avec un trac immense, mais avec l'intime conviction que sa voix, cette fois, serait écoutée non pour l'image qu'elle représentait, mais pour la valeur de ce qu'elle portait. Elle n'était plus l'ancienne candidate recalée. Elle était devenue une décideuse, une actrice du changement. Et cela, personne ne pourrait plus le lui retirer. Camille passa la semaine suivante à réorganiser ses priorités, à planifier ses déplacements et à envisager toutes les implications du nouveau poste qu'on venait de lui proposer. La perspective de diriger le programme social de Lefebvre, solution à l'échelle nationale et bientôt internationale, l'enthousiasmait autant qu'elle l'inquiétait. Elle savait que cette responsabilité n'allait pas se limiter à des bureaux climatisés ou à des réunions protocolaires. Il s'agissait de déplacements fréquents, de décisions stratégiques avec des partenaires variés, parfois exigeants, et surtout d'une gestion humaine quotidienne qui allait bien au-delà de tout ce qu'elle avait connu. La charge était énorme, mais la motivation qui l'animait était plus grande encore, faire une différence concrète pour ceux qui en avaient besoin. Adrien l'avait conviée à une rencontre le vendredi matin, juste avant le week-end pour discuter de l'ensemble du projet et de ses nouvelles responsabilités. Lorsqu'elle arriva dans son bureau, il l'accueillit avec son sourire calme et sa prestance habituelle. Il n'y avait ni applaudissements ni exagération, seulement une atmosphère de confiance et d'attention concentrée. Camille s'assit face à lui, les mains croisées sur ses genoux, prête à écouter mais consciente que cette discussion allait sceller un tournant décisif. Adrien commença par exposer le plan global. Une expansion du programme social dans plusieurs grandes villes françaises, avec l'objectif de toucher à terme des partenaires européens. Les initiatives concerneraient l'insertion professionnelle, l'éducation, l'accompagnement des familles monoparentales et la création de projets innovants en collaboration avec les collectivités locales. Chaque action serait pilotée directement par Camille, avec une autonomie totale pour prendre les décisions stratégiques. Elle aurait également à superviser une équipe dédiée de 15 personnes, recrutées pour leur expertise, leur sensibilité sociale et leur capacité à travailler sur des projets innovants et parfois complexes. « Camille, » expliqua Adrien, « je veux que vous soyez à la tête de ce programme. Je sais que cela représente un engagement énorme, et je sais aussi que cela implique des changements personnels, y compris pour vous et pour Théo. Si vous acceptez, il faudra envisager un déménagement à Paris. Le siège central des opérations européennes se trouve là-bas, et votre présence physique est essentielle pour coordonner les différents projets et partenaires. » Camille sentit son cœur se serrer. Le déménagement n'était pas une décision anodine. Elle pensait à Théo, à sa routine, à sa vie actuelle, à ses repères. Changer de ville signifiait bouleverser un quotidien déjà fragile, réorganiser ses repères, trouver une nouvelle école pour son fils, construire un réseau d'appui, réapprendre les trajets, la vie de quartier. Tout cela pesait lourdement sur elle. « Je comprends, dit-elle lentement. Je comprends parfaitement l'importance de ma présence, mais Paris serait un changement énorme pour Théo et pour moi. Je dois réfléchir à la manière de gérer cette transition. » Adrien hocha la tête avec compréhension. « Prenez le temps nécessaire. Je ne veux pas d'une décision précipitée. Ce que je vous propose n'est pas seulement un poste. C'est un rôle où vous pourrez réellement transformer la façon dont notre entreprise agit socialement. Mais je sais aussi que votre équilibre personnel est primordial. Il ne s'agit pas de sacrifier votre vie familiale pour un poste. » Camille sentit un mélange d'émotions, d'appréhension et d'excitation. Elle savait que cette proposition représentait l'aboutissement de mois d'efforts, de choix difficiles et de sacrifices. Elle repensa à tous les moments où elle avait hésité, douté, craint de ne jamais sortir de la routine qui la maintenait dans la précarité. Et elle pensa à Théo, à la promesse qu'elle s'était faite de lui offrir un avenir meilleur, à la fois sûr et inspirant. Le week-end fut une période de réflexion intense. Camille dressa des listes, évalua les avantages et les inconvénients, parla longuement avec Sabine et avec ses amis proches, pesant chaque détail, l'école de Théo, le logement, la distance par rapport à la famille et au réseau qu'elle avait construit à Lyon, mais aussi la possibilité de réellement étendre son impact sur des centaines, voire des milliers de vies. Chaque scénario impliquait des compromis, mais aucun n'annihilait la chance unique qui se présentait à elle. Le lundi suivant, elle se rendit au siège de Lefebvre Solutions avec une décision claire.
Lorsqu'Adrien entra dans son bureau, elle prit une profonde inspiration. « J'ai réfléchi tout le week-end, dit-elle calmement. Je veux accepter. Je veux relever ce défi. Je suis prête à déménager à Paris, à organiser ma vie autour de ce projet. Je sais que ce sera difficile pour Théo et pour moi, mais je crois que c'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer. » Adrien sourit, visiblement satisfait. « Vous avez pris la bonne décision, et je peux vous assurer que nous allons vous soutenir pleinement pour que la transition soit aussi fluide que possible pour vous et pour Théo. Vous ne serez pas seul. » Camille sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Pour la première fois, elle avait l'impression de contrôler sa vie, de transformer un événement qui avait commencé comme un accident, un retard, en une réelle chance de renouveau. Elle savait que le chemin serait difficile, que des obstacles se dresseraient encore, mais elle se sentait prête. Elle avait choisi avec discernement et courage. Avant de partir, Adrien ajouta « Votre travail va inspirer beaucoup d'autres personnes, Camille. Votre histoire montre que la bienveillance, même lorsqu'elle semble coûteuse, peut mener à des changements incroyables, et vous allez maintenant avoir les moyens de le faire à grande échelle. » Camille quitta le bureau avec un mélange d'excitation et de responsabilité. Ce choix était le plus important de sa vie jusqu'alors. Elle savait que chaque décision, chaque initiative, chaque action qu'elle entreprendrait allait compter, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui bénéficieraient du programme. Et pour Théo, elle savait qu'elle était en train de lui offrir un futur où l'humanité et l'ambition pouvaient coexister. Quelques mois plus tard, Camille et Théo avaient posé leurs valises à Paris. La ville, avec son rythme effréné et ses avenues animées, représentait à la fois un défi et une promesse. Camille avait trouvé un petit appartement lumineux, non loin des bureaux du siège européen, qui permettait à Théo d'avoir un trajet court jusqu'à son école et de garder un peu de stabilité dans ce nouveau quotidien. Les premières semaines furent intenses. Déménagement, adaptation à un nouveau rythme, installation dans une école différente, familiarisation avec les transports, mais aussi prise de contact avec de nouveaux collaborateurs, partenaires et associations. Dès le premier jour au bureau, Camille ressentit à quel point la portée de son rôle avait évolué. Elle n'était plus simplement responsable d'un projet local ou d'initiatives ponctuelles. Elle pilotait désormais un programme international, supervisant des équipes dans plusieurs villes, coordonnant des initiatives sociales et s'assurant que chaque action reflétait les valeurs d'engagement et de respect qu'elle avait toujours défendues. Les enjeux étaient multiples: budget, planification, négociation avec des institutions publiques et privées, suivi des résultats sur le terrain, formation des équipes locales, communication transparente avec les partenaires et les bénéficiaires. Chaque décision pouvait avoir un impact direct sur des dizaines de vies. Le travail était exigeant, mais Camille y trouvait un sens qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Chaque matin, elle se rendait au bureau avec l'énergie de quelqu'un qui sait que ce qu'il fait compte réellement. Elle passait des heures à écouter les besoins des associations, à visiter les centres sociaux, à planifier des ateliers et des formations. Elle mettait un point d'honneur à rencontrer chaque participant de ces programmes, à comprendre les difficultés rencontrées et à adapter les solutions proposées. Son expérience personnelle lui permettait d'aborder chaque situation avec une empathie réelle et une sensibilité que les procédures classiques ne pouvaient fournir. Théo, quant à lui, s'adaptait progressivement à sa nouvelle vie. La transition avait été difficile au début, entre la séparation d'avec ses repères lyonnais et l'immensité de Paris. Mais il s'était rapidement lié avec d'autres enfants de son école et participait à de nouvelles activités extrascolaires. Camille veillait à préserver des moments privilégiés avec lui, malgré son emploi du temps chargé. Chaque soir, elle se racontait sa journée avec Théo, l'écoutait parler de ses petites victoires, de ses découvertes et de ses frustrations. Ces instants lui rappelèrent pourquoi elle avait fait ce choix et la motivaient à poursuivre ses efforts. Au bureau, Camille gagna progressivement le respect de ses collègues et partenaires. Ceux qui l'avaient jugée au départ sur son passé ou son arrivée rapide commencèrent à reconnaître ses compétences et son engagement. Ses décisions, souvent courageuses et fondées sur l'expérience du terrain, apportèrent des résultats concrets et mesurables. Les programmes qu'elle mettait en place transformaient des vies: insertion de jeunes en difficulté, soutien aux familles monoparentales, accompagnement des bénéficiaires vers des emplois stables ou des formations qualifiantes. Sa réputation grandissait, non par opportunité ou favoritisme, mais grâce à des résultats tangibles.
Camille ne se contentait pas d'appliquer les directives d'Adrien. Elle proposait de nouvelles initiatives, adaptait les programmes en fonction des besoins locaux et veillait à ce que chaque décision soit éthique et efficace. Elle affrontait également les défis propres aux structures internationales, différences culturelles, contraintes légales, budget limité, et parfois des équipes locales sceptiques face à une direction centrale venant d'une autre ville. Mais sa détermination et sa capacité à communiquer de manière authentique lui permettaient de surmonter ces obstacles. Au fil des mois, Camille devint un modèle pour d'autres mères célibataires et pour de nombreux professionnels aspirant à changer le monde à leur manière. Elle participait à des conférences, partageait son expérience et inspirait ceux qui pensaient que leurs origines ou leurs difficultés les empêchaient d'accéder à des responsabilités significatives. Elle montrait que la détermination, la bienveillance et la persévérance pouvaient transformer un geste simple en une opportunité de transformation majeure, non seulement pour soi, mais pour la société entière. Un soir, alors que Théo dormait paisiblement dans sa chambre, Camille s'assit près de la fenêtre de son appartement parisien et observa les lumières de la ville. Elle repensa à la journée où elle avait aidé Adrien, inconnu sur le trottoir de Lyon. À l'époque, elle croyait avoir fait un choix qui la mettrait en retard et lui fermerait une porte pour toujours. Elle sourit en réalisant que ce geste avait été le point de départ d'une nouvelle vie. Une vie où sa bonté, son courage et sa détermination avaient été reconnues et mises au service d'un bien plus grand. Camille savait que des défis continueraient d'apparaître. Les responsabilités, la pression et les décisions difficiles feraient partie de son quotidien. Mais elle avait acquis la certitude que chaque choix, chaque acte de sincérité et d'engagement pouvait ouvrir des portes inattendues. Elle inspirait désormais les autres à croire en l'impossible, à agir avec humanité même lorsque cela semble coûteux, et à transformer les obstacles en opportunités. Elle se leva, prit un carnet et y écrivit quelques notes pour planifier les actions du lendemain. Théo dormait paisiblement, et pour la première fois depuis longtemps, Camille se sentit pleinement confiante. Le chemin avait été difficile, semé d'incertitudes et de sacrifices, mais il avait conduit à une vie nouvelle, pleine de sens, d'actions concrètes et de possibilités. Aider quelqu'un ce jour-là, sur le trottoir, avait été le début d'un changement qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et maintenant, elle savait que la bonté, lorsqu'elle est accompagnée de courage, peut véritablement transformer une vie entière. Camille ferma son carnet, se tourna vers la ville illuminée et sut que ce nouveau départ n'était pas seulement pour elle, ni seulement pour Théo, mais pour toutes les personnes qu'elle pourrait aider à travers ses initiatives. Elle avait franchi la ligne entre survie et impact, entre sacrifice et accomplissement. Et pour la première fois, elle se sentait pleinement chez elle dans cette vie qu'elle avait construite à force de choix courageux et de détermination inébranlable.